Bonjour Mariam. Bonjour Rachid. Le Maroc avec des investissements massifs dans l'intelligence artificielle. Et oui, selon Tel Quel, le Royaume vise une contribution de 100 milliards de dirhams au PIB d'ici 2030 grâce à l'IA. Concrètement, le Maroc mise sur l'investissement dans les centres de données souverains, le cloud, la fibre optique, mais aussi sur la formation d'une main-d'œuvre qualifiée. Objectif affiché, 50 000 emplois liés à l'IA et 200 000 diplômés formés aux compétences liées justement à l'intelligence artificielle d'ici 2030. Le gouvernement prépare également un cadre législatif pour encadrer l'IA tout en consacrant 11 milliards de dirhams à la transformation numérique sur la période 2024-2026. Mais cette ambition dépasse le cadre strictement économique. Dans l'opinion, Omar Hillel, représentant permanent du Maroc à l'ONU, présente le label IA Made in Morocco comme un levier de coopération sud-sud. Selon lui, ce projet repose sur 3 piliers, une IA souveraine, une coopération solidaire avec des solutions adaptées aux réalités africaines bien évidemment, et puis une mobilisation diplomatique. Le Maroc, co-président des initiatives onusiennes sur l'IA, le tout dans un contexte mondial dominé dans ce secteur par quelques grandes puissances, les États-Unis qui concentrent 60% des talents et la Chine la majorité des brevets. Et elle souligne que l'Afrique ne capte que 2% des data centers mondiaux et 1,5% des investissements. L'enjeu pour le Maroc est donc clair, proposer un modèle alternatif fondé sur la souveraineté africaine, l'éthique et aussi l'inclusion. Reste une question centrale, l'impact réel de l'IA sur la société marocaine. Dans une tribune publiée par le 360, Jamal Belharch, membre du Conseil supérieur de l'éducation, alerte. L'IA est absent du projet éducatif national, sans cadre clair, sans formation systématique des enseignants et sans vision partagée. L'IA risque d'accentuer les inégalités plutôt que de les corriger. Pour lui, l'intelligence artificielle n'est pas seulement un sujet technologique, mais un choix politique et sociétal qui engage l'égalité des chances, l'employabilité des jeunes et la cohésion sociale. Laisser l'IA s'imposer par défaut, prévient-il, revient à réserver ses bénéfices à seulement une minorité favorisée. Ainsi, la réussite de cette stratégie dépendra surtout de l'éducation et du capital humain, véritable cœur de cette révolution. La presse remarque aussi que la Corne de l'Afrique est sous tension. C'est une nouvelle rupture diplomatique dans l'actualité africaine. Selon Africa News, la Somalie a annoncé l'annulation de l'ensemble de ses accords avec les Émirats arabes unis, qu'ils soient militaires, sécuritaires, économiques ou portuaires. Mogadiscio invoque des atteintes graves à sa souveraineté, à son intégrité territoriale, car au centre de cette crise, le Somaliland, région séparatiste que Mogadiscio considère comme une ligne rouge absolue et qui a été officiellement reconnu par Israël décembre dernier. Les Émirats y sont donc très présents depuis plusieurs années, notamment via l'entreprise émiratie DP World qui exploite une partie du port de Berbera. Et pour l'instant, Abu Dhabi n'a pas encore réagi à l'annonce. Et dans ce contexte, Africa 24 montre que Mogadiscio cherche aussi à internationaliser le dossier sur le terrain diplomatique. Devant l'Organisation de la coopération islamique, le ministre somalien des Affaires étrangères appelle à une position claire, cohérente et surtout collective. Il martèle que sa souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de son pays sont non négociables et que toute reconnaissance ou coopération avec des autorités infranationales serait illégale et déstabilisante pour la région. Et c'est là qu'une question s'impose. Pourquoi la Somalie coupe-t-elle les ponts avec Abu Dhabi alors que c'est Israël qui a reconnu le Somaliland? Une analyse du point signée par la journaliste Augustine Passili apporte un éclairage. Derrière la reconnaissance israélienne, Mogadiscio voit surtout une dynamique d'alliance et d'implantation qui renforce de fait la trajectoire séparatiste du Somaliland. Selon l'article, la région se polarise. D'un côté, les pays attachés à l'intégrité territoriale somalienne, l'Égypte, l'Érythrée, la Turquie, l'Arabie saoudite. De l'autre, une dynamique portée par les Émirats arabes unis, très présents économiquement et stratégiquement au Somaliland. Et autour de ce pays, d'autres États sont cités comme l'Éthiopie, déjà en tension avec la Somalie, le Kenya et le Tchad, fortement dépendants des investissements émiratis. En somme, ce que raconte la presse aujourd'hui, c'est une bascule. La Somalie ne répond pas seulement à une annonce israélienne, elle répond à une dynamique plus large où port, alliance, investissement, reconnaissance et sécurité donnent un mélange qui peut être explosif dans cette région. La presse qui se demande aussi si c'est le retour des guerres de dissuasion. La guerre de dissuasion
situation, rappelons-le, c'est une stratégie où les pays se menacent de représailles tellement fortes qu'elles empêcheraient une guerre frontale. Et d'abord, on va en Allemagne où un tabou historique est en train de tomber. Selon Courrier International, l'Allemagne se demande si elle doit se doter de l'arme nucléaire, car depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle s'est toujours reposée sur la protection militaire américaine et n'a jamais envisagé de posséder sa propre bombe. Mais le contexte international a changé. L'imprévisibilité de la politique américaine fait naître un doute. Et si les États-Unis n'étaient plus un garant fiable de la sécurité européenne? Cette réflexion ne signifie pas que l'Allemagne va se doter de l'arme atomique demain, mais le simple fait que la question soit posée montre à quel point le climat mondial s'est durci. La dissuasion militaire redevient un sujet légitime au sein des grandes capitales européennes. Et ensuite, en Ukraine, où l'Occident se prépare à la paix comme à la guerre. Selon le JDD, 35 pays réunis au sein d'une coalition des volontaires menée par la France et les Royaumes-Unis ont signé une déclaration d'intention où une force multinationale pourrait être déployée sur le sol ukrainien. Emmanuel Macron parle de plusieurs milliers d'hommes, non pas pour combattre, mais pour dissuader la Russie face à l'Europe prête à combattre. Une rupture stratégique. Jusqu'ici, l'envoi de soldats occidentaux en Ukraine était juste hors de question. Le Groenland aussi devient un terrain central de cette logique de dissuasion. Selon Les Échos, la coalition gouvernementale groenlandaise refuse catégoriquement toute prise de possession américaine, alors que Donald Trump évoque ouvertement toutes les options, y compris militaires. En réponse, le Groenland veut renforcer sa défense dans le cadre de l'OTAN. D'ailleurs, l'Allemagne et le Royaume-Uni envisagent une mission OTAN spécifique pour sécuriser la zone. Et enfin, le ton qui monte au Moyen-Orient. Selon Euronews, l'Iran avertit clairement, en cas d'attaque américaine, les installations militaires et le transport maritime des États-Unis seront des cibles légitimes. Cette menace intervient alors que Washington envisage des frappes et qu'Israël se dit prêt aussi à répondre militairement. Ici encore, la dissuasion est assumée, verbale, directe, militaire. En somme, ce que raconte la presse internationale, c'est un basculement. La diplomatie et le soft power reculent pour un hard power qui s'impose à nouveau. Nous sommes aujourd'hui le mardi 13 janvier 2026. Quel autre 13 janvier avez-vous donc retenu dans l'histoire? Alors je vous emmène en 1898 en France. À la une du journal L'Aurore, un titre claque « J'accuse ». Son auteur, Émile Zola. Dans cette lettre ouverte adressée au président de la République, l'écrivain accuse publiquement l'armée, la justice et le pouvoir politique d'avoir condamné un innocent, le capitaine Alfred Dreyfus, officier français, juif accusé à tort de trahison et envoyé au bagne. Zola ne défend pas seulement un homme, il dénonce un système, les mensonges, les procès secrets, les preuves falsifiées et surtout un antisémitisme profondément enraciné dans la société française à l'époque. Publier ce texte, c'est prendre un risque immense. Zola le sait, il sera poursuivi pour diffamation, condamné, contraint à l'exil, mais son geste brise le silence. J'accuse coupe la France en deux, Dreyfusard contre anti-Dreyfusard. Une affaire judiciaire devient alors un combat moral où l'origine ou la religion ne doivent jamais effacer l'essence même de la justice, protéger chacun avec la même dignité. Ce 13 janvier 1898 marque donc un tournant, celui où la plume devient une arme, où un écrivain choisit la vérité plutôt que le confort et où la justice commence lentement à reprendre ses droits. Merci beaucoup, Mariam Kokaïna.